Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique. Promis, on fait moins de 15 minutes aujourd'hui. On va parler de commerce, on va parler de gouvernement, on va parler de Squid Games encore, mais pas comme vous l'imaginez. On va parler un petit peu aussi de puces et on va parler peut-être, mais alors juste peut-être de Jack Dorsey. C'est parti. On commence avec juste le point le plus de la semaine possible. On va parler de shopping et on va parler de virus de la Covid. Est-ce que le variant Omicron dont tout le monde parle depuis quelques jours et dont plusieurs personnes sont en train d'être touchées va changer ou va peut-être handicaper le commerce en ligne? Eh bien, selon Amazon, non, tout devrait bien se passer. Vous allez pouvoir dépenser votre Black Friday et votre Cyber Monday, votre Cyber Week et vos soldes de fin d'année comme prévu, selon le directeur général des opérations mondiales, Dave Clark. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec ce variant. Alors, je vous rappelle que c'est quand même Amazon qui donne son avis et qu'Amazon, bien sûr, est l'un des grands gagnants des confinements et autres couvre-feux, puisque ce sont des sites internet avec de la livraison et pas des magasins physiques. On attendra de voir comment ça se passe pour les autres chaînes et les autres grands distributeurs. Et si, eh bien, en ce moment, on voit les pays qui commencent à refermer un peu leurs frontières et on a le spectre, évidemment, des confinements et des couvre-feux, si le shopping de fin d'année, qui a été un peu difficile ces 2 dernières années, sera sauvé pour cette fin 2021. On va maintenant passer aux géants des semi-conducteurs et aux géants des chipsets et évidemment, on va parler du numéro 1 taïwanais TSMC. Et chez TSMC, ça se passe vraiment très très bien, puisque je vous rappelle, TSMC fait des puces pour à peu près tout le monde et surtout TSMC, c'est symbolique, va faire quelques puces pour son grand rival, le village irréductible qui résistait à TSMC, c'était Intel. Et Intel, je vous rappelle, est un concepteur mais aussi un fondeur de semi-conducteurs et de puces. Et ils sont tellement en retard ces dernières années que planait sur eux le spectre de devoir collaborer avec un concurrent, ce qui est évidemment un camouflet pour Intel, mais aussi une nécessité. Et finalement, c'est officiel. La 14e génération de processeurs Intel, donc les Meteor Lake qui arriveront en 2023, seront gravés en plusieurs finesses de gravure et notamment la finesse de gravure en 4 nanomètres sera gérée par TSMC qui évidemment fournira aussi des puces pour les concurrents d'Intel. Donc ça raconte bien, encore une fois, ça valide et ça officialise un peu la défaite d'Intel de ces dernières années. Et puis ça montre aussi que le constructeur de Santa Clara est prêt parfois à ravaler un peu sa fierté et manger son chapeau pour rester compétitif. On espère évidemment qu'Intel, d'ici 2024, aura réussi à revenir un peu dans le game, parce que 2024, c'est un peu la date qu'ils se sont donnée. Ça se passe toujours très bien pour TSMC, puisque Mediatek, qui cartonne aussi, un autre constructeur de SoC, concepteur de SoC, a annoncé son Dimensity 9000 il y a quelques jours, et on a vu une fuite du Dimensity 7000 il y a quelques heures. Donc c'est une version évidemment milieu entrée de gamme de leur SoC, qui sera très certainement gérée aussi par TSMC, voilà. Et je vous rappelle que Mediatek a cartonné cette année en montant notamment en gamme et en équipant beaucoup d'appareils. TSMC toujours? Mais oui, pourquoi? Parce que leurs plus gros clients se portent très bien en Chine. Selon Counterpoint, et c'est rapporté par nos confrères de CNET et de ZDNet, Apple a repris la tête du marché en Chine, plus de 22% de part de marché pour iOS. Et donc évidemment Apple est ravi. Vous voyez, on est sur un canal ascendant, une progression constante d'année en année, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ici. Et Apple, vous voyez, qui profite notamment de la stagnation de Oppo et Vivo et aussi de la baisse drastique de Huawei qui essaie de limiter sa chute maintenant avec l'introduction d'HarmonyOS. Mais je vous rappelle qu'à la fin, qui grave la plupart des puces de ces constructeurs en tête, c'est évidemment notre Taïwanais préféré. Voilà pour le hardware. On va passer maintenant à la suite de cette quotidienne avec du réseau social et des plateformes. On commence évidemment avec la news qui a secoué le monde des RS. Jack Dorsey, le cofondateur, le PDG, l'ex-PDG, le re-PDG et désormais l'ex-re-PDG de Twitter, donc vient de redémissionner hier avec un tweet qui montrait un screenshot du mail qu'il envoyait à toutes ses équipes en expliquant que, selon 3 raisons sereines, Jack Dorsey peut quitter donc Twitter de son plein gré tranquillement et annoncer notamment son successeur dont je vous parle dans quelques instants. Il a mis selon lui en place toute la structure pour que Twitter soit le genre de boîte qui puisse se passer de ses fondateurs et c'était très important pour lui. La communauté, la dynamique est bonne, bon ça on pourra en discuter, mais il part vers de nouvelles aventures. Alors est-ce qu'il va s'occuper de Square, sa startup de fintech? Est-ce qu'il va s'occuper de Bitcoin, sa grande passion? On ne sait pas encore. En attendant, au revoir Jack Dorsey et puis surtout peut-être on se donne rendez-vous dans 6 ans pour ton 3e mandat.
Très bon article de Wired sur un petit peu la spécificité de Jack Dorsey et de Twitter dans ce grand paysage des réseaux sociaux et de la tech, puisque Jack Dorsey était à l'image de Twitter, ou alors Twitter était un peu à l'image de Jack Dorsey, un réseau à la fois brillant et puis à la fois inquiétant et à la fois dans des dérapages et puis à la fois un peu singulier, un peu excentrique. C'est ce qu'est Jack Dorsey, c'est ce qu'est Twitter aujourd'hui. Et selon Wired et puis beaucoup d'observateurs et d'observatrices du milieu, Jack Dorsey aura réussi à redonner un peu une âme et une direction à Twitter avec son deuxième mandat qui aura duré 6 ans, mais il n'aura pas réussi à régler les problèmes intrinsèques et profonds de Twitter, mais aussi des réseaux sociaux, sur les fake news, sur la haine en ligne, sur le doxing, etc. Ça reste très complexe et ce sont des points sur lesquels on verra si son successeur fera mieux que lui. Qui est son successeur? C'est Parag Agrawal et on va pas se mentir, personne ne le connaissait avant qu'il soit désormais le PDG de Twitter. Cet homme est un ingénieur de formation qui est rentré chez Twitter il y a quelques années avant de devenir le CTO de Twitter, de soutien des projets importants comme Blue Sky justement chez Twitter. Et désormais, il prend la tête chez Twitter et on attend de voir notamment son premier discours et ses premières mesures pour un peu impliquer et imprimer sa dynamique, son approche de Twitter et ses objectifs pour les prochaines années. Il y a beaucoup encore à faire chez Twitter. On souhaitera évidemment bienvenue à Monsieur Agrawal avec un bon call-out des familles puisque Vice a repéré un bad buzz qui s'est lancé. Évidemment, les gens ont été fouillés le compte Twitter de Monsieur Agrawal et l'extrême droite américaine a trouvé un tweet qu'il considère comme du racisme anti-blanc. Alors, on ne va pas rentrer dans les grands débats de ce tweet et de ce qu'il voulait dire ou pas, et c'était apparemment une citation, mais Monsieur Agrawal est actuellement pris dans un bon gros call-out des familles avec appel au cancel, etc. Bref, comment te dire ? Bienvenue au nouveau PDG de Twitter avec un bienvenue le plus Twitter possible, d'une certaine manière. Passons maintenant un petit peu à l'Europe et au Royaume-Uni, enfin l'Europe, presque l'Europe, parce que le Royaume-Uni, j'y arriverai jamais à m'habituer, c'est plus vraiment l'Europe, mais bon, ça reste des voisins. Et le Royaume-Uni qui est en train de bloquer un rachat. Alors on a beaucoup parlé du rachat de ARM par Nvidia, bloqué par le Royaume-Uni qui est en train de mener une enquête, mais le Royaume-Uni a aussi mené une autre enquête puisque je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, Facebook a racheté le service de GIF animé Giphy, alors GIF, GIF, Giphy, Giphy, je vous laisse dans les commentaires m'expliquer comment vous le prononcez, pour 400 millions de dollars. C'est vraiment important de mettre des petits gifs animés rigolos dans vos messages et dans vos stories Instagram, mais c'est ce que Facebook avait annoncé payer pour acquérir ce site. Déjà à l'époque, l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni avait décidé de lancer une enquête puisqu'il se demandait si, un peu à la manière de ARM et de Nvidia, le fait pour Meta de posséder le leader de la distribution des GIFs dans le monde, et c'est aujourd'hui un truc stratégique et important dans nos vies, les GIFs, puisque nous sommes plus de 700 millions à utiliser Giphy régulièrement, est-ce que ce n'était pas aussi un problème pour la concurrence? Est-ce que bientôt, on ne pourrait plus afficher des GIFs Giphy chez d'autres services que Facebook? Bref, cette enquête qui a été lancée au début de l'année est en train d'avancer et c'est une mauvaise nouvelle globalement pour Meta puisque le gendarme de la concurrence britannique il pourrait dire non et mettre un veto sur ce rachat et ça pourrait poser aussi une question de jurisprudence. Ce serait la première fois qu'un GAFAM serait stoppé sur un rachat majeur par une autorité de régulation et ça pourrait relancer tous les débats autour du démantèlement des GAFAM qui ont peut-être trop de pouvoir concentré entre les mains de trop peu de personnes. On continue dans le bras de fer un petit peu entre les États et les diverses entreprises. Et aujourd'hui, ça continue en Europe. Et une coalition de FAI européens, donc d'opérateurs et de fournisseurs d'accès européens, demande aux GAFA de mettre la main à la pâte, surtout la main au porte-monnaie pour financer les futurs réseaux de fibres, de 5G, etc. Ça leur coûte très cher et selon ce groupement de FAI qui regroupe notamment Orange, Deutsche Telekom, Telefonica ou British Telecom, ils considèrent que les géants du numérique sont des passagers clandestins, voire des parasites qui obligent les FAI à dépenser énormément en investissement. On parle déjà de 52,5 milliards d'euros l'an dernier, un nouveau record, pour mettre à jour leurs infrastructures, leur réseau, pour pouvoir à la fin servir mieux les services des géants, donc bien sûr les GAFA, mais aussi des entreprises comme Netflix. Et ils considèrent que si ils doivent dépenser énormément d'argent pour servir ce genre de service qui doit faire beaucoup d'argent grâce à eux, doit mettre la main à la pâte. On en a beaucoup parlé pendant le live de 11h. Il y a des arguments très intéressants du côté des FAI, comme des arguments très intéressants du côté des géants du web. Et puis au milieu de tout ça, évidemment, la notion de neutralité du net. Est-ce qu'il faut une séparation entre tout cela? Est-ce qu'il faut aider? Ou est-ce qu'à la fin, il faut juste que les gens de la tech payent correctement leurs impôts et puis peut-être qu'on pourra payer des infrastructures
futur. Je ne sais pas, mais je vous laisse aussi me donner votre avis dans les commentaires. On passe à la France avec 2 points importants. Le premier, c'est Bruno Le Maire qui, je vous le rappelle, a décapité Wish en France, tout simplement. Le site de e-commerce pas cher et pas safe, voilà, contrevenait tellement aux lois sur les normes de sécurité françaises et européennes que Wish a été un peu déréférencé et éjecté de l'Internet français. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire confirme cette décision radicale en expliquant que tout moteur de recherche ou plateforme qui continuerait à référencer Wish pourrait se prendre de grosses amendes. Ici, ça ne rigole pas. Et Wish, c'est bye-bye en France et ils ne sont pas prêts de revenir. Autre point important avec l'État français, l'Assemblée nationale vient de valider la notion de cyberscore. Vous connaissez le Nutri-Score qui vous permet de donner une note sur les emballages de nourriture, sur la valeur nutritionnelle et de santé de ce que vous mangez. Y aura-t-il une valeur aussi de qualité sur ce que vous consommez sur Internet? Où vont vos données? Comment sont-elles sécurisées? Sont-elles partagées, etc. On ne le sait pas trop. Et d'ici 2 ans, en octobre 2023, la plupart des sites dits populaires devront afficher un équivalent de cyberscore qui leur sera attribué par une entreprise indépendante et tierce. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et désormais, les gros sites ont 2 ans pour se mettre en conformité avec cette nouvelle loi et afficher bientôt un cyberscore sur leur site. J'ai hâte de voir ce que notamment Facebook va écoper comme note. On termine cette condensée avec une vidéo YouTube qui cartonne ces derniers jours. C'est la dernière vidéo de MrBeast qui a recréé la série Squid Games le temps d'une vidéo. Je vous rappelle que MrBeast est un YouTuber très populaire avec plus de 80 millions d'abonnés qui adore faire des coups le temps d'une vidéo et de donner 500 000 $ à un étranger dans la rue, de vendre sa maison à $1, de donner 40 voitures à une personne au hasard. Bref, il a décidé de recréer Squid Game, le jeu, avec des décors spectaculaires. Voilà, je ne vous la montre pas parce qu'on pourrait se faire traquer nous-mêmes sur YouTube. Il a refait toutes les épreuves, il a remis les costumes, il a recréé les décors, etc. à grands frais. 7 semaines de travail pour plus de 120 millions de vues en 5 jours, 42 millions de vues en 24 heures. Et beaucoup se sont dit que c'était un point important puisque en fait, il a fait des scores supérieurs à la série télé elle-même sur Netflix. Alors, comparons ce qui est comparable évidemment entre une série télé et une vidéo YouTube, même à grand budget. Mais ça a aussi lancé un débat de est-ce que c'est une victoire pour les créateurs ou un peu une défaite, puisqu'on se rend compte que MrBeast a utilisé Squid Game sans passer par Netflix, sans l'autorisation de Netflix. Il leur a repris littéralement le nom dans sa vidéo, il a repris les éléments de décor avec la fameuse petite fille du 1, 2, 3 soleil, les costumes pour les candidats, les costumes pour les gardes, la totale, sans citer Netflix, sans passer par Netflix, sans passer par le créateur de la série. Par contre, il a été sponsorisé par Supercell et son jeu Brawl Stars. Donc, il a fait beaucoup d'argent, il s'est fait sponsoriser en utilisant les propriétés intellectuelles d'une autre série. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de réaction de la part de Netflix pour l'instant, mais ça a lancé le débat de où sont les limites de l'hommage, où sont les limites du plagiat, comment on fait de l'argent, et est-ce que c'est vraiment une victoire pour les créateurs de contenu ou une défaite? Pareil, je vous laisse à peu près jusqu'à demain pour le prochain épisode de la quotidienne condensée pour me donner vos avis dans les commentaires. En attendant, on se retrouve demain à 11h. On fera notamment un réact sur toutes les annonces Qualcomm qui auront lieu cette nuit à Hawaï avec des nouveaux socs et de nouveaux processeurs, très excitants. En attendant, très bonne fin de journée et à demain.